Très récemment, Léna Situation a fait un micro-buzz dans l'univers des gens qui lisent des livres parce qu'elle a présenté en vidéo sur Insta ses lectures du moment et qu'elle a demandé des recommandations. Il y a eu une forte réaction de la part des communautés dont la niche c'est la lecture, et pour cause, lorsqu'une personnalité publique partage ses recommandations, ça a des effets à de très nombreux niveaux. Alors je prends Léna Situation parce que c'est une personnalité qui a une forte influence dans le paysage culturel actuel, et surtout parce que c'est l'exemple le plus récent que j'ai en tête. Mais dans l'absolu, ça ne lui est pas réservé et bien d'autres créateurs de contenu ou influenceurs sont aussi sur le créneau. On peut penser notamment à Maxime Biaggi qui a lancé il y a 2 ans son BBC pour Biaggi Book Club. Et si on élargit le spectre pour aller à l'international, on a des stars comme Dua Lipa, dont le Book Club a fait escale à Paris au mois de mars-avril et ça a été considéré par une partie d'une certaine presse comme étant un événement. On a d'autres stars comme Reese Witherspoon, comme Emma Roberts, Bella Hadid, Emma Watson, Natalie Portman, et même des anciens présidents, on pense forcément à Obama, qui partageaient pendant un temps ses lectures du mois. Sans oublier, bien sûr, sans doute le plus connu d'entre tous, ou du moins l'un des plus anciens, le Book Club d'Oprah Winfrey. Alors devant la pléthore d'exemples, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi, surtout lorsqu'on a des personnalités qui se rattachent pas nécessairement à la lecture au monde du livre, il y a cette manie de faire des book clubs. Est-ce que c'est un vrai goût pour la littérature ? Est-ce que les livres sont en train de connaître leur âge d'or et que ces personnalités participent au mouvement ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Évidemment, il y a un gros business derrière tout ça. Vous allez voir que c'est aussi un moyen de se réinventer, mais ça ne se résume pas qu'à ça. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Inspiration. Si je vous demandais d'imaginer une personne avec pour seule indication le fait qu'elle doit être intelligente, il y a de très très fortes chances pour que dans l'image projetée que vous vous faites de cette personne-là, l'un des points qui ressortent, c'est la lecture. Et je vous dis ça parce que lire, la lecture, les livres, dans l'imaginaire collectif, c'est majoritairement associé à une forme d'intelligence, à une forme de pensée. Et par défaut, une personne qui lit, c'est un intello. On sait aujourd'hui que la lecture renforce les fonctions cognitives et a tout un tas de bienfaits sur les capacités d'analyse, de concentration, etc. Et c'est sans doute pour cette raison qu'il y a cette forme d'autorité. Mais quand on parle de célébrité, à l'inverse, on a quand même l'image d'une superficialité et du futile, et c'est particulièrement vrai lorsqu'on parle des personnalités qui sont issues des médias et des réseaux sociaux. Mais du coup, si on prend un book club c'est quoi concrètement ? C'est des gens qui vont se réunir, qui se mettent d'accord pour lire un livre sur une période donnée, et pour ensuite en discuter, pour échanger à son propos, pour confronter des idées, des perceptions, pour dire finalement ce que la lecture leur a laissé en tant que lecteur. Donc on peut se poser la question du lien qu'il y a entre un book club et ses personnalités, ses célébrités. En fait, à travers le livre, une célébrité, elle peut saisir l'occasion de construire une forme de crédibilité intellectuelle. Elle a la capacité de créer, de façonner son image et de la meilleure des façons qui soit, en paraissant intelligent. On va pouvoir passer d'une image qui est parfois un peu simple, voire même un peu simpliste, à celle de quelqu'un de curieux, à celle de sérieux. Le book club, il va envoyer un signal auprès de l'auditoire en disant « Ok, vous me connaissez dans une situation X ou Y quand je fais le pitre, mais sachez que je suis aussi capable de profondeur, notamment par ma pensée, par mes passe-temps, par mes activités, je suis capable de réfléchir. » Et cela va recadrer un acteur, une actrice, un influenceur, une influenceuse comme étant un prescripteur, au sens où on va faire des recommandations à son auditoire et en étendant cette perception, on va se forger un statut. Et ça, c'est hyper important parce qu'on va en fait acquérir le statut de la personne cultivée. On obtient un statut culturel, un statut d'autorité culturelle sans avoir d'expertise particulière. Et donc le livre devient un marqueur social. Et c'est assez amusant parce qu'initialement, ce rôle de prescription culturelle, c'est un domaine qui est réservé à une petite forme d'élite. Historiquement, c'était réservé à des classes sociales qui sont quand même relativement aisées. C'est réservé à une portion congrue de la population, comme les critiques, les journalistes ou encore le monde académique. Les célébrités, en s'arrogeant ce droit de prescription, ce droit de suggestion, elles vont contourner un système historique, elles contournent le fonctionnement classique et deviennent des véritables forces de frappe dans le milieu littéraire. Et ça se voit en termes de marché, en termes de thunes. Les grandes ventes, les grands best-sellers, c'est pas les recommandations de je sais pas quel obscur critique littéraire, c'est des ventes qui sont issues des vidéos TikTok.
c'est des rééditions suite à des séries. Et on va revenir d'ailleurs sur ce dernier point. Je dis pas que le système classique de recommandation n'existe plus, l'influence des grands prix littéraires est encore absolument énorme, mais il y a quand même une force qui est différente, une audience qui n'est plus la même. L'influence n'est plus celle du maître. On a des exemples qui sont très parlants de ça. Je reprends Léna Situation comme exemple, mais lorsqu'elle a sorti son premier livre, on avait un écrivain, Frédéric Becbédé, qui s'était emballé et qui s'est amusé à publier une chronique au titre, je cite, « Autobiographie d'une inconnue célèbre », dans laquelle il fustigeait, de nouveau je cite, une inculture assumée et le fait qu'un système éducatif français a perdu la bataille contre Facebook. En parallèle, la réponse de Léna avait fait également un peu de bruit, et d'autant plus la non-polémique avait été relancée parce que lorsqu'elle a sorti son deuxième livre, elle a dédié à Frédéric Becbédé. Alors moi je vous laisse prendre le parti de qui vous voulez dans cette histoire, c'est pas ce qui m'intéresse. Si je prends cet exemple, c'est parce que la réaction de Becbédé, elle est caractéristique d'une personne à qui on vole le monopole, et on vole un monopole pour en changer les règles. Et c'est ça qui est amusant. Parce que dans les cercles critiques classiques, il y a un certain temps, voire un temps certain, avant de comprendre les changements qui se passent. Il ne faudrait pas oublier qu'en 2025, dans les top auteurs en France, on a, entre autres parmi des auteurs qui sont plus connus du grand public, Morgane Moncomble. Morgane Moncomble, c'est une jeune femme d'à peine 30 ans qui écrit la New Romance et qui s'est fait connaître à l'origine parce qu'elle publiait sur Wattpad. Alors oui, j'entends le contre-argument, c'est pas de la littérature au sens classique, ça vaut pas des Zola, Hugo, etc. Bref, ok, je connais l'argumentaire. En attendant, on a des millions de livres qui sont vendus et autant de lecteurs. Donc c'est pas un épiphénomène, donc c'est un réel changement de milieu, de pratique. Et nos nouveaux prescripteurs, les célébrités, les personnalités, par définition, ils n'ont pas les mêmes codes que le fonctionnement historique. Ils vont redéfinir les règles, ils changent les frontières du domaine qui est initialement réservé à cette petite portion congrue de la population. Tout ça, c'est le principe même d'une mutation. Et pour une personnalité, au-delà de l'intimité culturelle que l'on va pouvoir créer avec son audience, on a la possibilité de choisir ce qu'on suggère. Et c'est là qu'on va rentrer dans un domaine qu'on pourrait appeler la soft influence. La lecture, c'est l'un des meilleurs moyens d'apprendre. Vous le savez, il n'y a pas de débat là-dessus. Quand une célébrité choisit de suggérer un livre, c'est un moyen sécurisé de faire une petite incursion dans des sujets qui sont usuellement considérés comme sérieux, comme des sujets de spécialité. Ça peut être des questions sociales, ça peut être des questions d'actualité, de politique, ça peut être des sujets qui sont historiques, liés à l'identité, ou ça peut même être des sujets militants, et qui sont donc par définition un peu clivants. Mais comme c'est fait indirectement, forcément, c'est pas perçu de la même façon qu'une prise de position explicite, directe, qui peut diviser, qui peut faire des mécontents et qui peut amener des polémiques diverses et variées. Plutôt que de donner une opinion claire et donc engageante professionnellement, engageante en termes d'images véhiculées, on va pouvoir faire du picking, on va pouvoir sélectionner des narratifs, on va pouvoir choisir de mettre en avant certaines thématiques. Alors, je sais ce que vous allez me dire, on n'est jamais complètement sûr. Et vous avez raison. Et c'est justement ce flou, cette incertitude qui est un véritable avantage pour la personnalité qui va l'utiliser. Je m'explique. C'est pas parce que on lit un livre, qu'on en parle ou même qu'on le recommande que ça signifie qu'on est d'accord avec ce qui est dit dedans, qu'on est d'accord avec ce que l'auteur représente. J'ai d'ailleurs un ou deux noms en tête d'auteurs qui sont plutôt très clivants et qui pourtant sont lus par des centaines de milliers de personnes. Évidemment, ça éclaire la lecture, ça donne une vision critique, mais ça ne veut pas dire qu'on valide. Et j'insiste là-dessus, parce que c'est un raccourci qui est très simple à faire et c'est pas pour autant qu'il faut le faire. On peut parler d'un livre parce qu'il est mauvais, on peut parler d'un livre parce qu'il y a des passages qui sont détestables et recommander de le lire pour comprendre. On vous a fait, ici même sur Inspiration, un anti-book club sur des bouquins qui sont ultra classiques et qu'on trouvait pour le coup assez moyens pour ne pas dire claqués. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas parce que vous lisez un livre sur l'agriculture en Sicile, c'est pas parce que vous en parlez, parce que vous le recommandez, que vous vous prenez pour une tomate, ou que vous sanctifiez la mafia sicilienne. Raccourci un peu facile, je sais, mon exemple est complètement absurde, mais vous comprenez l'idée, ça n'a aucun sens. Et c'est fou de devoir vous le préciser,
Mais non, vous n'êtes pas une tomate. Donc arrêtez. Bon, une fois qu'on a dit ça, je reviens aux célébrités. C'est vrai que d'avoir des mises en avant récurrentes, d'avoir plusieurs recommandations, au fur et à mesure, on est malgré tout capable de percevoir des indices sur les valeurs, sur les systèmes de valeurs qui sont communiqués par les écrits en question. On est capable de percevoir les concepts, les idées sous-jacentes. On est capable d'interpréter, au risque encore une fois de surinterpréter, mais on est capable d'interpréter le message qui est transmis. Et tout ça, c'est fait sans les inconvénients d'une déclaration publique par la personnalité en question, et donc sans apparaître idéologue. Par exemple, si on prend un roman récent qui va dénoncer un régime politique, les idées transmises ne sont pas identiques à celles d'une biographie d'un fondateur d'entreprise. C'est pas les mêmes messages. Les personnalités, elles vont donc cadrer par leurs recommandations les thématiques qu'elles choisissent d'une part, mais elles vont aussi guider les interprétations qui en découlent. Et c'est là qu'on rentre précisément dans la soft influence. Parce que les recommandations, elles ne vont pas influencer seulement ce que vous lisez, mais aussi comment vous le lisez et comment vous le comprenez. Et c'est pour ça que je parle de soft influence. On pourrait appeler ça de la soft idéologie pour des sujets particulièrement engagés, ou plus largement, c'est une forme de soft power. Petite précision pour ceux qui ne connaissent pas le concept, le soft power, c'est une pratique qui consiste à utiliser des moyens doux, soft, comme des productions culturelles, ça peut être la télévision, le cinéma, la pub, ça peut être aussi l'utilisation d'avantages structurels ou des idéologies particulières, justement pour faire passer des idées, des messages. Et c'est typiquement ce qu'ont fait énormément d'États, je pense évidemment aux États-Unis durant la guerre froide, pour imposer une vision du monde et un ensemble de valeurs, notamment aux pays occidentaux. Mais ce ne sont pas les seuls, les États-Unis, à avoir fait ça, et la France, comme toute autre entité politique, fait usage du soft power encore aujourd'hui. Alors je sais que le thème soft influence, soft power et autres variations, ça peut vous rebuter, mais vous le savez, sur le podcast, on aime bien parler des enjeux de pouvoir, et ce que je viens d'expliquer, vous en avez une illustration parfaite dans mon épisode « Comment manipuler l'opinion en démocratie ?» Propaganda de Édouard Bernays. Et si vous avez suivi les épisodes comme L'hypermarché c'est la dictature, sur Annie Ernaux, ou sur La révolte à la ferme avec Orwell, vous comprenez que ce prisme que je décris, c'est pas de l'absurde, c'est pas inventé, ça sort pas du chapeau, c'est du concret et on a des exemples pour l'illustrer. Après, ça pose quand même une question. Est-ce que c'est volontaire de la part des célébrités qui font ça ou pas ? Et bah ça, justement, s'il n'y a pas d'engagement formel, vous n'aurez pas la réponse. Et c'est pour ça que c'est utilisé, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est pour ça que c'est un avantage. D'autant plus qu'on a tous des biais, des préférences sur des thèmes qui nous intéressent ou pas. Et c'est d'ailleurs aussi valable pour nous, on cherche à être le plus objectif possible, mais il peut y avoir du subjectif, c'est juste humain. Donc au niveau d'une personnalité ou d'une célébrité, il est difficile de répondre avec certitude. Et indirectement, à travers ses propres biais, il se peut que certaines personnalités fassent du soft power, de la soft influence, parfois sans complètement s'en rendre compte. Cependant, il y a quand même une chose qu'on peut affirmer sans aucun problème et avec 100% de certitude, c'est que la popularité phénoménale de tous ces book clubs, ce qui apparaît comme des simples recos de lecture, c'est un putain d'énorme business. Quand vous avez une personnalité comme Oprah Winfrey, qui fait une reco dans son book club, le livre passe du jour au lendemain au statut de best-seller. Il y a zéro débat là-dessus. C'est en lien avec l'influence et la prescription culturelle dont je parlais tout à l'heure. C'est un pouvoir culturel. On donne à l'audience une direction vers laquelle se diriger. Avec une force de frappe et surtout un impact économique énorme qui en découle, le book club d'une personnalité, c'est plus juste de la lecture. Ça peut devenir un écosystème pour faire de la thune. Et je vais vous décrire un peu à quoi ça peut ressembler un book club de célébrités, donc avec une audience déjà un peu installée, un peu importante. La première chose, c'est que, comme toute initiative, on a généralement plusieurs canaux de communication. Les réseaux sociaux, bien sûr, c'est évident. Parfois, on a de la newsletter, parfois on a un site vitrine, éventuellement un blog, peut-être du podcast. Nous, ce qu'on vous propose, c'est du podcast. On peut avoir de la vidéo, etc. Et quand on a une audience un peu importante, surtout lorsqu'elle vient initialement pour autre chose, lorsqu'elle vient pour votre personnalité, on a une audience qui est déjà engagée. Ça va permettre de faire des événements pour parler d'un bouquin. Mais lors d'un événement, évidemment, on peut faire autre chose et c'est l'occasion pour les marques de se positionner comme il se doit.
pour les marques qui appartiennent à la célébrité en elle-même d'une part, mais également pour faire des opérations commerciales plus traditionnelles. Et c'est ainsi qu'on a pu voir le book club de Lena Situation, qui n'était en fait le book club de la marque de luxe Miu Miu, avec Lena Situation en bonus. Vous voyez, c'est un petit peu renversé. Bon, jusque-là, il n'y a rien de révolutionnaire, mais l'avantage de ça, c'est de fonctionner comme une porte d'entrée sur une communauté qui va être multiforme. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va pouvoir proposer un tas de recommandations, des recommandations culturelles qui vont être diverses et variées. Par exemple, on va pouvoir proposer des interviews d'auteurs et d'autres personnalités qui elles-mêmes sont friandes de lecture. C'est ce que propose typiquement le book club de Emma Roberts, entre autres, parce qu'il y a d'autres exemples. On va pouvoir proposer des films qui sont en lien avec les livres qui sont dans le book club et qui, par le plus grand des hasards, font jouer les personnalités en question ou des proches, pourquoi pas. Et si la célébrité concernée elle est plutôt chanteuse, on va pouvoir faire des recommandations sur les derniers sons favoris de vos artistes qui vont inclure évidemment ceux de la personnalité. On va pouvoir créer un peu des univers en disant voilà, si vous avez aimé l'univers de tel livre, vous devriez écouter tel son parce qu'on a l'impression qu'on est dans tel passage de tel bouquin. Ça peut être une idée. Une autre possibilité, c'est de prodiguer des conseils un peu plus vastes sur du lifestyle, sur des sujets liés au bien-être, à la mode ou à d'autres choses. Et c'est typiquement ce qu'on peut voir dans le book club qui est proposé par Dua Lipa. Ce qui est formidable aussi avec les clubs de lecture, c'est les liens qui vont entretenir ou qui peuvent entretenir avec d'autres industries créatives. Je vous parlais il y a quelques instants de films issus des livres dans lesquels les personnalités jouent. Mais il se peut très bien que ce soit la situation inverse qui existe. Autrement dit, il y a une personnalité qui trouve un livre, qu'elle sélectionne pour son book club. De cette façon, elle concentre un maximum d'attention dessus. Tellement d'attention qu'un studio de prod se dit qu'en fait ça ferait peut-être un bon film. Ou mieux que ça, que son propre studio de production pourrait faire de ce livre-là un film. Et donc, on développe le bouquin en film, on en fait un scénario, et tiens, pourquoi ne pas mettre en acteur ou en actrice principale la personnalité en question, ou alors soi-même en tant que personnalité, parce qu'après tout, c'est grâce à nous que le bouquin a eu autant de popularité. C'est pas systématique, ça peut être juste une volonté de production bien sûr, mais vous avez compris l'idée. Ce fonctionnement, ça s'est vu à travers le book club de Reese Witherspoon. Et en cascade, comme il y aura un succès à la suite du film, eh bien tiens, pourquoi pas faire une réédition du bouquin, éventuellement au nom du film pour être sûr que l'audience identifie bien que le livre en est à l'origine, et le tout, on rajoute une petite couverture avec la célébrité en photo. Et hop, ce qui était qu'une toute petite reco de lecture au départ, ça devient un film, une réédition, du merchandising, bref, ça fait rentrer du cash. Toutes ces industries, elles se nourrissent mutuellement. On se retrouve avec des lancements de titres littéraires qui empruntent les codes des avant-premières au cinéma, où on a des auteurs qui sont maintenant érigés comme des superstars, où on va privatiser des salles, va y avoir des teasers vidéo, etc. Et on a en plus des ventes qui explosent, qui sont propulsées par les réseaux sociaux. Et on a même maintenant des couvertures avec des macarons, des stickers, qui indiquent que ça vient d'un phénomène BookTok, que ça vient d'un phénomène de tel ou tel book club. Ça devient un argument de vente et un argument d'autorité qui va légitimer le succès du livre. Dites-vous bien qu'on a même des maisons d'édition un peu historiques avec des collections plus conservatrices, au sens où elles publient généralement des textes dits classiques. En l'occurrence, je pense à la maison anglo-saxonne d'édition Penguin Classic, qui fait maintenant des couvertures avec indiqué « d'après le phénomène Netflix ». Mais le vice, c'est que c'est même plus du petit sticker qu'on a collé dessus, c'est directement imprimé dans le bouquin. Ça fait corps avec la couverture. Bon, alors qu'en soi, c'est complètement idéeux, mais bref, vous voyez un peu l'impact que ça a. On a aussi un dernier volet dans toutes ces industries dont j'ai un peu moins parlé, c'est l'audio. L'exemple le plus frappant, c'est Maxime Biaggi. Avec son Biaggi Book Club, ça lui a ouvert la possibilité d'être une voix pour les versions audio de certains livres, le tout étant évidemment publié sur les plateformes audio qu'on connaît. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que absolument tout l'écosystème se répond et chacun va prendre sa part du gâteau au passage. Et les maisons d'édition aussi, soyons pas naïfs, parce que ça va envoyer des services presse à droite à gauche en espérant qu'un créateur avec une audience parle du nouveau bouquin qui vient de sortir en chantant les louanges. Donc il y a la possibilité de faire du contenu sponsor comme n'importe quelle autre niche. Et d'ailleurs, sur la partie édition, ça peut aller encore plus loin en termes de force d'édition. Je reprends l'exemple de Lena.
Au-delà d'avoir écrit ces 2 livres, Léna, elle a fondé sa propre maison d'édition. L'objectif affiché, c'est de mettre en avant des auteurs dont l'audience n'est peut-être pas acquise dès le départ. Parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité, on a de moins en moins d'auteurs inconnus qui arrivent à émerger. Pour la simple et bonne raison qu'il faut vendre beaucoup, dès le premier livre, et c'est en particulier vrai dans les grosses maisons d'édition, même si c'est un sujet en soi et croyez-moi qu'il y a énormément de choses à critiquer là-dessus, ça peut se comprendre dans une certaine mesure parce que c'est leur business. Ça veut pas dire qu'on est d'accord avec ça, mais on peut en comprendre un peu le fonctionnement. Donc avec ce positionnement que Léna a, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure sur les nouveaux prescripteurs, elle arrive à changer le jeu. Il y a vraiment un changement de paradigme puisqu'elle arrive, les règles du jeu ne sont plus les mêmes et ça lui permet surtout une indépendance. Donc c'est très intéressant d'avoir fait ce move-là. On a une transition de consommateur d'idées à producteur d'idées. Et ça change absolument tout. Bon. Il y aurait encore tout un tas d'autres exemples. Évidemment, ça se limite pas à ce que je vous ai proposé, mais ça montre quand même une partie de la possibilité, de l'étendue des possibilités qui existent. La seule limite concrète, c'est votre imagination, c'est votre volonté, et surtout, c'est la possibilité de business que ça permet de générer. Mais après, si on veut être un petit peu carré dans notre raisonnement, est-ce que ça veut dire que pour autant, l'intention initiale est nécessairement business dans les book clubs qui sont lancés ? Je pense pas. Je pense pas, ou du moins pas nécessairement. Parce que ça reste une réalité, il y a un vrai potentiel de transformation derrière qui est monstrueux. Et en fait, le book club et par extension le livre, ça devient un chemin pour aller vers de la production de contenu sur le long terme au cours duquel, si on peut, on prend un petit billet. Et dans l'absolu, c'est un peu comme tout. Parce qu'il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mais c'est vrai qu'initialement, on peut se dire que la lecture, c'est une pratique qui est très solitaire, même si c'est des choses qui ont changé quand même au cours de dernières décennies, parce qu'autrefois on avait les salons littéraires dans lesquels on allait échanger des idées, on allait échanger des avis. Évidemment, on en profitait pour prendre des contacts, on va pas se faire d'illusions, parce que c'était réservé à une certaine classe sociale bourgeoise à minima. Donc dans les faits, aujourd'hui, c'est quand même plutôt solitaire. Maintenant, avec les réseaux sociaux, le livre redevient plus facilement un moyen de créer une communauté. Et je dis avec les réseaux sociaux parce que les clubs de lecture de votre petite ville de périphérie, soyons honnêtes, généralement c'était pas non plus un franc succès et la moyenne d'âge était plutôt élevée, elle était ce qu'elle était. Donc les réseaux sociaux, ils ont permis de remettre au goût du jour une pratique qui se perdait un petit peu. Ils l'ont modernisée à travers les créateurs de contenu et on l'a presque rendue tendance. Et en plus, l'avantage d'un book club, c'est qu'il y a une récurrence. On choisit un livre tous les mois, toutes les 2 semaines, il y a la possibilité d'engager une communauté. Et donc on va créer de la discussion et on va passer de la consommation passive à la participation active dans le contenu qui est proposé. Il y a des possibilités de création qui sont presque infinies, avec des listes de recommandations, avec des actualités, avec des trends qui sont spécifiques au domaine et une esthétique qui est bien particulière. Et tout ça, en plus, ça résiste à une forme de viralité et de consommation dans l'instant. Parce que même si l'algorithme change, même si la plateforme change, on a toujours avec un book club, la capacité d'exister différemment. J'ai donné tout à l'heure les différents moyens de communication, mais ça va de l'audio, à la vidéo, à la photo, bien sûr en passant par l'écrit. Donc c'est assez paradoxal, parce qu'on est sur une niche qui est à la fois très algorithme friendly, en termes d'influence, de régularité, et en même temps, on est sur un cœur de sujet, le livre, qui résiste à tout ça, en étant le meilleur argument anti-algorithme. Donc, quand on voit tous ces avantages, on est sur le moyen qui est sans doute l'un des plus résilients pour exister sur le long terme. Et avec le portrait que je viens de vous dépeindre, forcément ça parle, forcément ça plaît aux créateurs et forcément ça plaît à une audience. Donc on peut en créer quelque chose d'intéressant sur ces fondements-là et assurément, si certains le perçoivent comme tel, ils ont la possibilité de passer d'une pratique presque intime à au moins quelque chose de plus partagé, parfois même en allant jusqu'à en faire un produit et donc à en faire un putain d'énorme business. Mais maintenant, quelle conclusion donner à cet épisode ? Le book club, je l'ai dit, c'est un marqueur d'identité, c'est un marqueur de valeur. Ça permet de donner un vernis de réflexion, d'intelligence, et l'intérêt qu'il a aussi pour une personnalité ou une célébrité, c'est qu'il peut être une forme de martingale gagnante parfaite. Ça permet de créer une communauté qui est engagée, qui est vivante, sur des sujets thématiques quasi éternels, parce que l'homme est un animal qui vit d'histoire, quelle qu'elle soit. Si d'aventure,
un choix est fait dans les narratifs avec une sélection, il y a de la possibilité de faire de la soft influence et donc de façonner, de sculpter, de modeler les goûts de son audience. On a donc un book club qui devient un outil de gestion culturelle, un outil d'inclination des préférences, en plus d'être une simple liste de partage un peu random. Et si, en complément, on souhaite le monétiser, eh bien, je vous le disais, c'est un condensé d'opportunités assez multiples qui ne demandent qu'à être exploité. Après, est-ce que tout ça c'est mal ? Est-ce qu'il faut voir d'un mauvais œil la multiplication des book clubs et tout ce qui en découle ? Je ne vais pas me répéter. Dans l'absolu, je trouve que non. Je trouve qu'il y a sans aucun doute un tas considérable de critiques qu'on pourrait faire. Et j'ai déjà donné pas mal de pistes. Mais quand même, c'est pas si mal. C'est pas si mal pour une raison bien simple, c'est que ça promeut la lecture. Et ça le fait auprès d'une audience qui, dans certains cas, en était complètement éloignée. Si un Biaggi Book Club, il a eu autant de succès dans les médias mainstream, c'est parce qu'on a un mec qui représente tout un public, toute une audience dont une partie n'avait absolument jamais imaginé que la lecture était une activité dans laquelle on pouvait prendre du plaisir, qui était en plus donc une activité sympa, bien moins chiante que ce qu'on pensait au départ. Faut se rendre compte quand même que beaucoup d'entre nous ont une image des livres qui remonte à l'école, qui remonte aux lectures imposées, qui remonte aux devoirs. Bref, c'est une image de contrainte. Donc quand on a des influenceurs qui se positionnent pour montrer que ça peut être une vraie activité sympathique, plaisante, avec des bénéfices, c'est forcément quelque chose de gagnant. Donc quand on a des célébrités, des influenceurs qui eux-mêmes découvrent ces bienfaits et ces plaisirs de la lecture, ça ne peut que bénéficier à beaucoup de monde. Bien sûr, faut pas être naïf, c'est un putain de business, je l'ai dit, je le répète, c'est pas juste un plaisir comme un autre. Parfois, derrière, il y a potentiellement des sommes absolument colossales qui sont en jeu, mais une fois qu'on a dit tout ça, je trouve qu'il vaut mieux se concentrer sur le volet positif et se dire que tous les bienfaits de la lecture, pour le cerveau, pour le bien-être, pour le mental, pour le stress, vont profiter au plus de monde possible. Et dans l'absolu, alors c'est un peu idéaliste, mais est-ce que, en ayant des gens qui réfléchissent, qui se sentent mieux, qui sont plus créatifs, on ne fait pas des individus qui vont mieux et donc qui vivent mieux dans leur corps et dans leur esprit ? Est-ce que les book clubs, finalement, ce ne sont pas un premier pas, très humble, je vous l'accorde, mais est-ce que ce ne serait pas malgré tout un premier pas vers une façon de mieux habiter le monde ? Je vous laisse sur cette réflexion pseudo-philosophique. C'était Jules. Comme d'hab, merci pour m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Inspiration. Inspiration.